Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et surtout, le dernier vendredi de chaque mois, c'est notre rendez-vous décryptage éco avec l'économiste Michel Rumi qui est avec nous en plateau. Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes économiste associé avec la casquette SPAC, je le rappelle, plateforme qui vise à démocratiser l'éducation financière, l'éducation économique auprès notamment de la nouvelle génération. Et vous décryptez chaque mois pour nous un concept économique en lien avec l'actualité. L'actualité, c'est la réduction de la remise carburant à la pompe. C'est ça, Michel, qui nous amène à parler de l'élasticité prix. Alors, pourquoi ce sujet et pourquoi prendre l'exemple, effectivement, des prix à la pompe qui sont le quotidien de beaucoup de Français? En fait, ce qui se passe, c'est que, bon, bien sûr, il y a eu l'interruption de la prime carburant en mi-novembre. Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que le carburant a un impact important parce que pour les Français, c'est un bien essentiel, on va appeler ça comme cela. Et en lien notamment avec la reprise de l'inflation, il y a une inquiétude sur le pouvoir d'achat. Et donc, on va dire, cette notion de prix de l'essence est très important, est un indicateur suivi par les pouvoirs publics. Et il y a de nombreux rapports qui font et tout. Et donc, voilà, quoi. C'est même le facteur clé de la politique de pouvoir d'achat aujourd'hui d'un gouvernement comme le gouvernement français. Alors, évidemment, si on fait un sondage dans la rue, tous les Français trouveront que les carburants sont trop chers. J'imagine. Que dit l'économiste sur le prix et la cherté ou pas du carburant qui est vendu en France, Michel? Alors, je dirais que je saisis l'occasion pour en même temps, pas combattre, mais dire aller vers deux contre-vérités ou deux contre-sens, on va dire. Première des choses, c'est que le prix de l'essence à la pompe en France n'est pas le plus cher d'Europe. Première des choses qu'il faut voir, c'est que, bien sûr, si on prend le prix du sans-plomb, la France se situe dans la moyenne européenne. Et par contre, si on prend dans le prix du gazole, on se situe dans le haut du panier, mais on n'est pas parmi les plus hauts de là-dessus, on va dire en termes de prix. Puis il y a aussi un effet aussi qu'il faut voir s'y combattre, je saisis, c'est le fait de la fiscalité. C'est vrai la fiscalité qui pèse sur les prix d'essence sont de l'ordre d'à peu près de 60% en moyenne en France. Eh bien, on s'aperçoit que ce soit dans le nord de l'Europe, que ce soit les Pays-Bas, la Finlande, l'Allemagne, ou dans le sud, l'Italie ou la Grèce, eh bien, ils ont des taxations bien supérieures à la nôtre. Donc, en fait, on se plaint, bien sûr, mais il y a pire ailleurs. Et là, on parle de prix qui sont lissés sur l'historique. C'est pas juste les prix avant et après la remise. C'est sur une période historique. Tout à fait. Comment, alors, si on reprend la séquence récente de flambée des prix du carburant à la pompe, alors sur les marchés spot, et puis qui se retrouvent à un moment à la pompe, comment le ménage français s'est adapté à cette situation? Quels ont été les arbitrages? Alors justement, l'indicateur que vous avez cité au départ, c'est-à-dire l'élasticité de demande, en fait, permet à un économiste de savoir un peu quelle va être la réaction d'un consommateur par rapport à la hausse ou à la baisse des prix. Donc, c'est l'élasticité prix. Et de manière générale, je dirais pour un consommateur rationnel, la consommation baisse lorsque le prix augmente. Donc, ce qui fait que, d'une certaine manière, on va dire que l'élasticité prix est négative en quelque sorte. Mais elle peut être nulle, par exemple, c'est-à-dire que la variation du prix à la hausse ou à la baisse, n'amène aucune variation dans la consommation. Alors, ça, on dit que la demande est inélastique, elle est rigide, et c'est ce qu'on appelle des biens de Giffen, c'est-à-dire des biens de première nécessité. C'est-à-dire que, pour certains, ça va être les pâtes, le riz, etc. Quel que soit le prix, on consommera. Et puis aussi, ou qu'il ne peut pas être remplacé, comme l'essence. Et c'est ça qui est très important. Et donc, il faudra de très fortes variations pour faire bouger la demande. Puis également aussi, on a une élasticité négative. Donc là, on va dire, c'est la situation un peu normale. Ouais, c'est ce que vous disiez, oui. Voilà, où à la limite, si vous augmentez une prix de place de cinéma, la demande va baisser. Et puis, il y a une demande lorsque l'élasticité est positive, c'est-à-dire qu'on a la consommation qui augmente avec le prix. Fabuleux. Et là, ça semble assez paradoxal. C'est ce qu'on appelle les biens de faiblesse, c'est les biens de luxe. Et dans une certaine mesure, pour ceux qui ont encore un peu de mémoire, c'est un peu le slogan que Jacques Séguéla avait sorti, c'est « si vous n'avez pas votre Rolex à 50 ans, vous avez raté votre vie ». Donc, il y a un effet d'ostentation, une consommation ostentatoire. Et donc, du coup, on va avoir ce type de... L'idée, c'est si je m'achète une Ferrari...
je veux la payer le prix fort. Je peux pas mettre un prix, je peux pas pricer une Ferrari à un prix trop faible, parce que sinon j'ai plus l'impression d'acheter une Ferrari, quoi. Tout à fait, exactement. Ou même à la limite, c'est la publicité qui était pas assez chère, mon fils. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Et donc l'idée, c'est que je veux montrer ça, le côté ostentatoire, que j'ai les moyens. Et donc, qu'est-ce qui se passe sur cette consommation des carburants? Eh bien, on s'aperçoit que la demande a faiblement diminué et que donc du coup, on se retrouve dans une demande inélastique, rigide. Et donc, ça veut dire qu'on a vraiment besoin de ce carburant pour se déplacer, pour faire ce qu'on appelle les gros bosseurs ont besoin de cette essence. Comment on intègre le facteur temps dans l'équation, Michel? Alors, là aussi, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est on va dire une réaction immédiate, mais on s'aperçoit que lorsque la hausse tend à être à durer, durable, ouais, pérenne. Voilà, pérenne, eh bien on s'aperçoit que les consommateurs peuvent s'adapter et adaptent leur mode de vie et même leur mode de consommation, même au niveau de l'essence. À court terme, à la limite, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont diminuer les déplacements loisirs, ce que j'appelle, on va dire, moins importants. Et puis, progressivement, eh bien, ils vont modifier leur comportement en roulant moins vite. Et puis, éventuellement, à plus long terme, changer de voiture, peut-être, consommer, acheter une voiture, on va dire, une voiture électrique qui permet de moins consommer au total, quoi. L'élasticité dépend aussi peut-être de la richesse du ménage. Est-ce que la consommation d'essence, pour suivre cet exemple, a été uniforme dans toutes les catégories, les déciles de population, Michel? Non, on s'aperçoit quand même que en fait, les plus impactés ont été les ménages les moins fortunés, on va dire ça comme cela. C'est-à-dire que de manière générale, et sans faire d'amalgame, mais il y a les ouvriers, les employés, que ce soit les périurbains et les ruraux, les jeunes ou les célibataires ont, on va dire, pris de plein fouet cette hausse des prix et n'ont pas eu la capacité de pouvoir s'adapter. Et donc, c'était ce que j'appelle une consommation captive et sans réelle alternative. Donc, du coup, eux ont été fortement impactés. Par contre, les ménages les plus fortunés ont eu, on va dire, ont eu le loisir de s'adapter parce que, par construction, le poids de l'essence est moins important dans leurs revenus. Et donc, du coup, on s'aperçoit que de manière générale, les ménages les plus fortunés n'ont pas eu trop à souffrir d'une certaine manière là-dessus. Mais je ne réponds pas à la question de savoir qu'est-ce qu'un ménage fortuné. Non, bien sûr. Non, mais vous l'avez dit, la consommation captive, elle peut aussi venir du fait, indépendamment de la richesse du ménage, c'est l'éloignement par rapport au centre urbain, par rapport au travail, etc. Oui, tout à fait. Voilà. C'est ça qui pose problème aujourd'hui, c'est que les urbains ont les transports collectifs et on va dire les ruraux ou les périurbains ont besoin de cette voiture pour aller travailler, pour faire des courses. Et donc là, c'est quelque chose d'impossible à rater, on va dire. Est-ce qu'à travers cet épisode de flambée des prix à la pompe et au regard du poste que ces produits carburants représentent dans le budget des ménages, est-ce que mécaniquement la situation bilancielle des ménages français s'est dégradée? Alors, toujours, il faut moduler un peu la réponse, hein, bien sûr. Ce qu'il faut voir, c'est que les ménages les plus pauvres ont une dégradation de leur pouvoir d'achat et donc, du coup, ont puisé tant qu'ils ont pu dans leur épargne qu'ils avaient pour plus ou moins constitué au moment de la période Covid. Je rappelle, on avait 150 milliards à peu près à la fin 2021. Donc, on s'aperçoit que les ménages les plus démunis ont puisé dans leur épargne et donc, ils ont un niveau d'épargne qui est moindre qu'avant la crise Covid. Et donc, c'est les seuls dans ce cas. Et puis, on s'aperçoit que les ménages moyens arrivent à maintenir plus ou moins leur niveau d'épargne. Et puis, les plus aisés ont réussi, on va dire, à rester à même niveau, même de temps en temps un peu à épargner un peu plus, parce que bon, c'est de voir que ils ont eu plus de temps, plus de capacité à épargner. Et donc on voit bien la limite d'une ristourne généralisée. Elle est fortement régressive, c'est qu'elle touche concrètement les plus démunis, les plus pauvres, et en fait bénéficie quand même à ceux qui, entre guillemets, ont les moyens de pouvoir y faire face, quoi. Justement, pour conclure là, sur ce concept, cette notion d'élasticité prix, Michel, quand on est un décideur public,
J'imagine que c'est un concept, quand on parle de fiscalité, par exemple, qui est essentiel. Quand on construit la fiscalité ou quand on fait évoluer la fiscalité de son pays, il faut avoir cette idée en tête pour savoir ce qu'il vaut mieux taxer en tant qu'État collecteur de recettes ou moins taxer pour être le plus efficace ou efficient possible en matière de fiscalité. Ah, tout à fait, parce que en fait, ce qu'il faut être, c'est comme lorsque vous êtes un gérant d'un magasin, etc. Vous savez quels sont les produits qui sont les plus captifs. Et donc, en l'espèce, eh bien, le gouvernement doit chercher à taxer, on va dire, ou à imposer des prix dont l'élasticité est faible. C'est-à-dire que concrètement, dont la demande est élastique, ça veut dire que si on augmente les prix, eh bien, les agents économiques vont pouvoir ne pas pouvoir trop, je dirais, bouger. Et donc, c'est ça qui est très important, c'est d'éviter, en fait, qu'il y ait une orientation de la consommation vers des produits de substitution. Par exemple, le tabac avec les feuilles de tabac à priser, voire le marché illégal ou d'autres éléments. Et c'est ça qui est très important, c'est toujours de regarder, c'est ça l'utilité dans une certaine mesure de l'économie, c'est de regarder à travers cette élasticité prix et voire revenu, comment les ménages consomment et quels sont les produits captifs. Merci beaucoup Michel, merci pour ce décryptage du concept d'élasticité prix fondamental en économie à travers l'exemple notamment du carburant en France. Michel Remy qui est avec nous une fois par mois, le dernier vendredi du mois pour ce décryptage économique. Michel Remy, économiste associé de SPAC. Ainsi se termine cette édition de Smart Bourse. Très bon week-end, on se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bismart.